Le podcast du Centre national du livre aime les écrivains, qui débarquent dans les grands entretiens pour faire entendre leur voix unique. Au programme Chemin de traverse, écriture qui bouleverse. Écoutons les pensées, sages, énervées, extatiques, et laissons-nous bousculer pour ne plus revenir à l'identique. Avec Les Tourmentés, publié chez Alma Éditeur, Lucas Belvaux signe un premier roman nerveux qui nous raconte l'histoire d'une amitié entre deux frères d'armes, des mercenaires, qui se retrouvent des années plus tard autour d'une chasse à l'homme singulière. Max, l'homme de terrain placide à l'âme d'un chef. Il s'est rangé des tranchées et travaille désormais comme homme à tout faire auprès d'une riche héritière. Il décide de proposer un marché à Skander, son vieux copain, mais surtout un électron libre, soldat hors norme qui ne réussit pas à se réintégrer dans une vie normale et qui erre sans domicile fixe. Skander va-t-il accepter de se faire chasser pour quelques millions ? Lucas Belvaux, qui est aussi réalisateur, nous raconte comment il est passé de l'écriture d'un scénario à l'écriture d'un roman, en livrant des conseils précieux sur la création grâce à un regard lucide et sain sur les élans contraires qui traversent parfois l'écrivain en devenir. C'est parti. Bonjour Lucas Belvaux. Pour vous, c'est quoi un roman noir ? Alors pour moi, un roman noir, ou un film noir, d'ailleurs c'est la même chose, je pense autant film que roman d'une manière générale, c'est un livre ou un film de genre, du genre noir, c'est-à-dire avec qui a vocation à divertir son lecteur, qui répond à certains codes de tension, de tension essentiellement, avec du suspense, enfin en général c'est plutôt du suspense, et qui va en parallèle raconter son époque. Donc pour moi le genre en général, ça peut être la comédie aussi, c'est un vecteur, c'est une fusée, un missile, et à l'intérieur on met ce qu'on veut. Et donc on divertit le lecteur ou le spectateur, on lui fait prendre un peu des vessies pour des lanternes, et à travers le divertissement on peut raconter tout ce qu'on veut sur la vie, l'amour, la mort. Voilà. Donc pour moi c'est ça un roman noir ou un film noir. Ou un film noir ou un film de genre quelconque, hein. Quel que soit le genre, ce sera toujours la même chose. C'est la même chose avec les westerns, c'est la même chose avec les comédies. On peut raconter, il y a des comédies par exemple qui racontent des choses extrêmement profondes sur la vie, hein, ou sur les comédies de remariage notamment, c'est un classique du cinéma américain. Mais même si on prend La Garçonnière de Billy Wilder, qui est une pure comédie et qui est pourtant d'une gravité et d'une profondeur extraordinaire. Donc c'est l'intérêt du genre, c'est que on attire le chaland avec une promesse, et puis on lui raconte autre chose. Pourquoi avoir choisi l'idée d'une chasse à l'homme ? C'est presque une mauvaise idée. Enfin, c'est une idée un peu bateau. À l'origine, c'était l'envie de faire un film noir, justement, et c'était pratiquement un remake des Chasses du comte Zaroff. Ou en tout cas, c'est l'idée de la chasse à l'homme, c'est presque un standard. Au cinéma, dès qu'il y a un mec qui s'évade de prison et qu'il y a un flic qui lui court après, c'est une chasse à l'homme. Et donc après, il y a différents sous-genres de chasse à l'homme, mais très vite, on est dans quelque chose, dans un territoire connu, balisé, avec ses codes. Et donc, ça permet après, une fois qu'on a cette trame et cette idée qui, encore une fois, est une pauvre idée, c'est pas une très bonne idée, on peut construire dessus quelque chose d'intéressant. On est libéré. C'est comme un standard en jazz. C'est-à-dire qu'on a la mélodie, on se prend plus la tête avec ça, et après, c'est ad libitum, quoi. Dans votre livre, cette chasse à l'homme est motivée par le désir de traquer, de tuer, principalement. C'est un contrat entre une femme qui aime la chasse et qui a tout chassé, tous les gibiers du plus gros au plus petit, sauf l'homme, et qui donc va passer un contrat avec un type qui est en bout de course, bout de vie sociale en tout cas, et qui accepte en échange d'une grosse somme d'argent d'être son gibier pendant un mois. Et s'il en réchappe, au bout d'un mois, il gagne la somme. Et s'il est tué, la somme ira à sa famille. Et donc, mais elle se défend de cette idée de vouloir tuer. C'est pas le goût de tuer, dit-elle. C'est ce qu'il lui répond. C'est ce que disent tous les chasseurs. On parle avec un chasseur, c'est jamais pour le plaisir de tuer. C'est toujours autre chose. C'est étrange. Et donc, est-ce que
Est-ce que c'est pour le plaisir de tuer? En partie, probablement, et pas que, probablement. Votre style est nerveux. Le récit, lui, est écrit à la première personne, permettant et invitant ainsi les introspections multiples. Pourquoi avoir choisi cette manière d'écrire ? À partir du moment où j'ai cette idée cette envie, en tout cas, d'écrire cette espèce de thriller, après, là-dessus, je parle de tout ce qui me passe par la tête, tout ce dont j'ai envie de parler, tout ce qui me tarabuste, tout ce que j'ai envie de dire, tout. Et donc, oui, ça va être la vie, l'amour, la mort, la fidélité, la loyauté, la transmission. Et il y a plein de thèmes. Après, il y a plusieurs choses. Sur la forme, si on parle de la forme, une des particularités du livre, mais encore, je me rends compte qu'il y a énormément de livres écrits comme ça, qu'il est raconté à la première personne, et que il y a en gros 4 personnages principaux. Ouais. En gros, il y a 5 personnages qui s'expriment, et chaque chapitre, c'est on passe par le soliloque, la voix intérieure d'un des personnages. Et on passe comme ça d'un personnage à l'autre. Et donc, c'est parce que je rebondis sur ce que vous disiez, sur l'introspection. Ouais. L'intérêt de ces soliloques, c'est qu'on va à chaque fois avoir 3 dimensions. On va avoir le récit, la situation qui est racontée, et qui va être racontée par chacun, de son point de vue. Donc, chacun ne voit pas l'histoire de la même façon. Ou exactement de la même façon. Tout le monde ne sait pas tout. Tout le monde ne sait pas tout de l'autre. Et donc, à chaque fois, ça provoque des équilibres, des questionnements, des choses comme ça. Ensuite, les personnages sont racontés aussi depuis plusieurs points de vue. Chacun des personnages va parler de Madame, la chasseresse, elle s'appelle pas Diane, elle s'appelle Madame, elle n'a pas de nom. Et donc, les 2 hommes vont parler d'elle, avec chacun un point de vue différent, un regard différent sur elle. Elle va parler différemment de chacun des hommes. Chacun des hommes va avoir un regard sur presque son alter ego d'ailleurs, c'est pas ça, mais il y a de ça. C'est des frères d'armes, donc ils ont eu ils ont une histoire commune. Et donc, ça nous donne une deuxième dimension, ou même plus. Déjà, c'est multiplicité de regards. Et après, le soliloque amène quand même une introspection profonde chez chacun. Et donc, ça donne quelque chose en 3 dimensions, quoi, en hauteur, en largeur, en longueur. On peut aller dans tous les sens et passer du coq à l'âne très très facilement. On peut changer à la fois de point de vue, de récit. Donc, ça amène à la fois une grande liberté et pas mal de profondeur potentielle. Vous êtes réalisateur, Lucas Belvaux. Peut-on se permettre ce genre de soliloque au cinéma ? C'est très dur. C'est dur parce que ça implique de passer par la voix off. La voix off, ça peut très vite devenir lourdeau. Moi, je l'ai jamais utilisé jusqu'à l'adaptation des Hommes de Laurent Mauvigné, où il y avait des voix off qui étaient amenées parce que il y avait du flashback, il y avait du récit. C'est un film aussi sur la mémoire. Enfin, beaucoup sur la mémoire. Et la mémoire passe aussi par le récit. Et donc ça permettait ça, mais c'est autant en littérature, on attend ça, on a envie de ça, autant au cinéma qui est quelque chose de plus réaliste. Il y a moins de distance entre le spectateur et le récit, enfin ce qui se passe sur l'écran. Enfin, j'ai toute une théorie sur les différences entre la littérature et le cinéma. C'est votre premier roman, Les Tourmentés. Écrire un roman doit être libérateur. En tant que réalisateur, comment vous êtes-vous nourri de votre expérience cinématographique et que vous a apporté la littérature dans le cinéma ? Ma pratique du cinéma, enfin de raconter des histoires au cinéma, m'a nourri voilà, sur la manière de raconter une histoire. Donc j'en ai raconté beaucoup. donc ça y est, ça c'est un truc que je maîtrise à peu près, y compris dans la forme, enfin dans le rythme, dans la construction, tout ça. Donc j'étais assez libéré, enfin assez tranquille avec ça. J'étais pas très très inquiet. La construction des personnages non plus. Donc tout ça, c'était quelque part, c'était un acquis qui venait directement du cinéma, parce que c'est le point de commun entre la littérature et le cinéma, c'est les personnages et l'histoire, je dirais, la fable. Et puis la différence, c'est la liberté. C'est parce que c'est une écriture peu contrainte dans la littérature. Rien ne coûte rien. Qu'on ait
écrive une histoire avec 2 personnages dans une chambre de bonne ou la bataille de Waterloo, c'est la même chose, ça a le même coût. Bon, peut-être que pour la bataille de Waterloo, il faudra faire un peu des recherches, passer un peu de temps pour, voilà, si on veut se documenter, mais c'est quand même pas, voilà. Alors qu'au cinéma, un film qui se passe avec 2 personnages dans une chambre de bonne et la bataille de Waterloo, c'est pas du tout le même coût, même si on fait au moins cher. Et donc, voilà, ça provoque une écriture contrainte. Dès qu'on commence à écrire un scénario de film, on pense déjà au tournage, donc on pense à ce que ça va coûter, à la mise en œuvre, etc. Donc l'écriture de scénario est contrainte, extrêmement. Et avec des contraintes économiques, c'est pas très drôle. Donc ça libère de ça, écrire pour quand on écrit un livre. Après, ce qu'on perd éventuellement, c'est le côté ludique du cinéma. Travailler en équipe, changer de métier tous les 2 mois, la technique, enfin tout le travail technique qui est extrêmement gratifiant, plaisant, agréable. Travailler avec de la musique, avec des acteurs, tout ça, c'est quand même extrêmement agréable, chouette. C'est un beau métier, réalisateur. Et donc voilà, Pourquoi être passé à l'acte alors? D'une part parce que j'avais envie d'écrire et que je venais de finir un film 15 jours avant, donc j'avais pas forcément envie d'en refaire un tout de suite. Et puis ça fait longtemps que ça me taraudait, donc voilà. Mais encore une fois, quand j'ai commencé à l'écrire, première note que j'ai prise, c'était pour faire un film. Et puis je me suis dit, plutôt que d'écrire un scénario, comme encore une fois, j'avais pas envie d'écrire un scénario à ce moment-là, je me suis dit, je vais l'écrire sous forme plus littéraire et j'écrirai le scénario après. Puis je me suis rendu compte que c'était vraiment un grand plaisir. Donc je me suis dit, bon, je vais rester sur cette forme-là, puis on verra après. Donc voilà. Mais la grosse différence, je pense, entre faire un film et écrire un livre, c'est le rapport avec le spectateur ou le lecteur. Ou le rapport qu'aura le client, entre guillemets, celui à qui ça s'adresse, à l'objet. On lit pas un livre comme on regarde un film. C'est-à-dire qu'un film impose un rythme, impose le physique des acteurs, impose il y a très peu de place laissée au spectateur à son imaginaire. Et donc on l'entraîne dans quelque chose, mais on lui impose. C'est presque totalitaire, le cinéma. Dans la littérature, le rythme, c'est le lecteur qui se le fait. On lit pas le livre d'une traite, même si on a envie. Souvent, c'est trop long. C'est trop long. On peut pas tout lire. Il faut bien s'arrêter pour manger, pour boire un coup, pour dormir. Et donc, on pose son livre. Et puis, on a aussi la liberté de poser le livre. On ne le pose pas uniquement quand on est contraint. Parfois, on sature, on a envie de passer à autre chose, de respirer. Et le livre, il attend. Alors qu'un film, ça n'attend pas. C'est un train sur des rails et ça avance jusqu'au bout. Ça, c'est une chose. Et puis, le lecteur d'un livre, il va, même si on lui décrit les personnages, il va projeter ses propres images. Il va le créer. Il va faire une partie du travail. Et surtout, il va faire une partie. Il va se l'approprier. Il va s'approprier tous les éléments. Et donc, le livre, il va être, le souvenir qu'il en aura, ça sera 80% le travail de l'auteur et 20% le travail du lecteur. Et le souvenir qu'on a d'un livre longtemps après, je pense que tout à coup, c'est 80% le travail du lecteur et ce qui restera, ça sera 80% du lecteur et 20% de l'auteur. Quelles lectures vous ont inspiré? Quand j'ai écrit ça, rien, j'essaye d'oublier, je veux pas avoir de référence. Quand j'écris, parce que c'est trop pesant. Moi, j'aime la littérature, donc et je suis admiratif et admirateur. Donc je sais que jamais je serai à la hauteur de mes admirations. Donc faut les oublier, il faut écrire pour soi ou pour le plaisir qu'on prend à ce moment-là. Et puis voilà, mais je vais pas me comparer aux auteurs que j'aime. Maintenant, les auteurs que j'aime, c'est Homère, c'est Shakespeare, c'est Molière, c'est Giono. J'adore Giono, je trouve que c'est un auteur dont on ne parle pas assez. C'est probablement, pour moi, c'est un plus grand auteur que Céline, de loin. On parle beaucoup de Céline, on parle très peu de Giono. Alors qu'il y a des choses en commun. Il y a la guerre de 14, c'est les écrivains combattants. Et ça se ressent dans leur écriture. Et puis après, ils ont des trajectoires à la fois différentes et à la fois intrigantes après dans leur vie. Giono s'en sortira mieux.
et, mais dans les personnages gris, comme ça, il y a Simenon aussi, qui est un immense auteur et qui est un personnage, lui, pas très sympathique non plus. Enfin, je dis non plus. Giono est pas antipathique. Mais Céline, un peu plus. Enfin, Céline, franchement, oui. Mais Céline est une franche crapule, mais c'est à la fois une franche crapule, un grand malade, je pense. Il y a quelque chose de pathologique chez Céline, je pense. Et je dis pas ça pour l'excuser, ça n'excuse évidemment rien du tout. C'est deux choses différentes. Oui, c'est à la fois pathologique et à la fois une crapule. Et donc voilà, c'est les auteurs que j'aime, c'est ceux-là. Puis dans la littérature contemporaine, il y a, je cite toujours Mauvigné parce que c'est à la fois un copain et un grand auteur, et c'est grâce à lui, je pense que j'ai pu passer le pas aussi. C'est pas un hasard si j'écris ce livre-là juste après avoir tourné Des Hommes. Faut-il bien connaître la nature humaine pour pouvoir écrire ? Ça voudrait dire qu'on pourrait pas écrire à 20 ans. Ou alors est-ce qu'on connaît bien je suis pas sûr qu'on connaisse si bien que ça la nature humaine à 20 ans. Donc pas forcément. Mais c'est Rilke dans les Lettres à un jeune poète qui dit avant d'écrire un seul vers, il faut qui dit ce que vous dites, il faut bien connaître, enfin faut avoir vécu ça. Oui, bien sûr, mais ça dépend ce qu'on écrit. On peut écrire de la littérature, enfin de la poésie, du théâtre, avec ce qu'on est, même des romans, on écrit avec ce qu'on est, et puis voilà. Vous avez d'autres projets d'écriture ? Non, mais je suis pas. C'est un peu une chance aussi de commencer à écrire vieux, parce qu'on se met plus la pression à la fois de la réussite, de la carrière, de ce genre de choses. Peut-être que j'écrirai qu'un livre, et puis voilà, j'aurais pris du plaisir, et j'aimerais bien en écrire d'autres, mais j'ai pas envie de forcer le mouvement, quoi. Quand j'aurai une idée, je l'écrirai, et puis voilà. L'inspiration, ça vient comment chez vous ? Et pourquoi décide-t-on de suivre une idée ? Souvent, je note les idées qui me viennent. On ne sait jamais d'où ça vient une idée. Ça arrive à un moment. Je la note et puis je laisse mûrir le truc. Et si ça résiste un an, si un an après, je trouve encore que c'est une bonne idée et j'en ai encore envie, c'est que c'est une bonne idée. Mais il y a plein d'idées qui meurent comme ça. Quand j'y reviens après, je me dis c'est pas terrible, ça a été fait, ou qu'est-ce que j'ai à dire là avec ça. Et donc les idées se dégonflent, quoi, ou deviennent poussière, elles se délitent. Sur le travail quotidien, moi j'écris avec un ordinateur, donc je me mets devant l'ordinateur et puis voilà, j'écris et puis je fais pas de plan. C'est-à-dire que je suis autodidacte, même pour mes films, j'ai commencé à écrire des scénarios, j'ai jamais appris à écrire des scénarios. Enfin, j'ai appris en faisant, quoi. Et en lisant, j'étais acteur, donc j'ai eu le temps de lire pas mal de scénarios. Donc quand j'ai commencé à écrire des scénarios, j'en avais lu beaucoup en tant qu'acteur, et donc je savais comment il fallait formater la chose, comment ça se présentait, etc. Donc voilà, et après, sur tout ce qui était construction, rédaction, tout ça, j'ai appris en faisant, quoi. Donc au début, c'était très très long, puis après, voilà, c'est une méthode de travail qui m'appartient, enfin qui est pas forcément reproductible et formatée, non. Et en plus, je suis pas sûr de pouvoir transmettre ça, enfin que c'est un grand intérêt. Ça me convient à moi, et encore, parfois ça me convient pas du tout, j'aimerais être plus efficace, ou plus détendu, ou plus... Mais quand même, ça me convient. Après, non. Je suis incapable d'écrire un plan avant, me dire alors il va se passer ci, ça, etc. Incapable. Que ce soit un roman ou un scénario, j'écris chronologiquement et tout de suite dans la forme, sous forme de scénario, dialogué quand c'est un scénario, et sous forme de roman. C'est-à-dire que là, le premier chapitre, par exemple, c'est quasiment le premier jet, enfin pas loin. Enfin, j'exagère, mais c'est déjà sa forme, quoi. Après, oui, il y a de l'élagage, il y a un travail d'édition, enfin, mais si je reprends la première version du premier chapitre, ça n'a pas bougé beaucoup. Et quand je l'ai commencé, je savais pas comment ça se finirait. C'est une fin assez inhabituelle pour un roman noir.
et qui n'est possible que pour ça. Parce que si j'avais écrit un plan, au début de l'écriture, c'était plus classique. Enfin, je pensais aller vers ce qu'on attend. Ouais. Et puis, au bout d'un moment, l'écrivant, le livre a pris, et les personnages ont pris une consistance, un peu d'épaisseur ou des chemins différents. Et à ce moment-là, les chemins inattendus sont plus intéressants que ceux prévus, quoi. Bah, c'est comme quand on se trompe de route. Hein. Dès qu'on sort de l'autoroute, c'est plus intéressant que ce qu'on voit sur l'autoroute. Bah, là, c'est la même chose dans l'écriture. On a prévu un truc et puis tout à coup, le personnage nous emmène quelque part, mais parce que il y a, il a sa vie propre au bout d'un moment, le personnage. Et donc il prend son truc, il nous emmène, il dit merde, ça j'avais pas prévu et c'est mieux que ce que j'avais prévu. Donc faut gratter, faut aller dans ce sens-là. Et donc c'est comme ça que j'arrive à cette fin-là. Il s'agit d'une histoire fraternelle aussi. Oui, c'est des frères d'armes. C'est des anciens militaires, mercenaires ensuite. Ils ont été les deux. Ils ont été légionnaires et puis après mercenaires. Mais ils ont l'expérience commune du feu, de la mort qu'on donne, la mort qu'on risque. Et donc ils ont et puis l'expérience aussi une expérience du feu séparée. C'est-à-dire que Skender, par exemple, qui va devenir le gibier, il a combattu avant de rencontrer Max, qui va être son sergent à la Légion. Donc il a fait la bataille de Sarajevo, des choses comme ça. À chaque fois, c'est une expérience de la guerre différente. Et donc, mais ils ont quelque chose qui les lie, qui est extrêmement fort, quand même, cette expérience-là. Et c'est-à-dire que Skender doit sa vie à Max. Et pourtant, Max va vendre, entre guillemets, la vie de Skender à madame. Enfin, en tout cas, lui offrir. Et donc voilà, la vie, parfois, joue des tours. C'est la vie ou c'est l'ego qui leur joue des tours? Est-ce que c'est l'ego de Max qui lui fait faire ça? Je crois pas, moi je crois que c'est l'argent. Je crois que c'est beaucoup plus terre-à-terre que ça, beaucoup plus désespéré quelque part. Dans l'acceptation de Skender, il y a... Madame voudrait y voir quelque chose de plus grand que le concret. Elle voudrait y voir de la grandeur, de l'envie de s'affronter, de l'envie d'être plus grand que la condition humaine. Parce qu'elle veut un gibier à la hauteur de l'acte qu'elle envisage. À un moment, les deux sont aussi fous l'un que l'autre. Enfin, elle voudrait, mais Skender, non, il le fait pour l'argent, parce qu'il n'en peut plus de la misère. Et il veut éviter la misère à ses enfants. Et après, ils se construisent chacun une légende. Et se dire, je ne le fais pas que pour l'argent. Enfin, encore que si, Skender va le revendiquer jusqu'à la fin. Il le fait pour l'argent. Et c'est madame qui voudrait qu'il se passe autre chose. Mais non, il n'y a rien d'autre. Il n'y a rien d'autre. Il a passé ce cap-là, Skender. Peut-être à Sarajevo, quand il s'est battu, il y avait quelque chose de romantique dans l'idée de se battre pour son pays. Voilà. Peut-être dans la Légion, il y a quelque chose de romantique aussi. Et encore. Après, mercenaire, ça devient délicat. Et puis là, il vend sa vie, quoi. Et dans l'affrontement, tel que l'imagine Madame, parce que Madame elle le dit à Max, elle le dit c'est pas l'argent c'est pas, quoi qu'il en dise, c'est pas l'argent qui l'intéresse. C'est l'affrontement, c'est l'idée de dominer ou l'idée d'être plus grand que... Non. Hélas. Est-ce que votre personnage féminin serait une Madame Bovary du XXIe siècle? Non, moi je l'ai envisagé comme Agnès de l'école des femmes. Agnès, dans l'école des femmes, a été adoptée, entre guillemets, par Arnolphe, qui l'a mise au couvent pour qu'elle soit éduquée selon pour l'épouser quand elle aura 18 ans. Et donc il veut une fille construite telle qu'il la veut. Et donc Agnès a été mise au couvent toute petite pour devenir l'épouse d'Arnolphe plus tard. Et elle ne le sait pas. C'est-à-dire que quand elle sort du couvent et qu'elle vient vivre chez lui, avant d'être son épouse, elle le prend pour une espèce d'oncle. Elle n'a pas compris. Et à un moment, il va lui dire. Et elle va découvrir l'horreur de sa situation à ce moment-là. C'est le petit chat est mort. Et pour moi, madame, c'est ça. C'est Agnès. Relisez l'école des femmes, c'est une très, c'est magnifique, c'est extraordinaire l'école des femmes. Allez-vous adapter votre roman? A priori, oui. Oui, je suis en train de travailler sur l'adaptation. C'est marrant parce que
infiniment plus difficile d'écrire le scénario que d'écrire le livre. Alors que j'ai fait des adaptations déjà beaucoup. Enfin beaucoup, j'ai fait 3 films adaptés de... Ouais. Donc j'ai fait le Mauvigné, des hommes, un livre de Philippe Villain qui s'appelle Pas son genre, et un livre de Didier Decoing qui s'appelait C'est ainsi que les femmes meurent. J'ai changé le titre. Et à chaque fois, ça s'était passé très simplement, naturellement. En fait, ce qui est difficile dans une adaptation, c'est de trouver une forme. Trouver une forme cinématographique qui va rendre compte du livre sans que ça soit une illustration. Et donc, le film doit trouver sa forme propre. Alors, parfois, au prix d'une trahison formelle. Mais ça, c'est pas grave, on s'en fout. Ce qu'il faut, c'est que l'auteur s'y retrouve et qu'il soit content au bout du compte. Et donc, je me suis dit, bon, bah voilà, là, ça va s'adapter simplement. Et j'ai ramé infiniment plus que sur les autres. Et puis, sans doute que quand on lit le livre de quelqu'un et qu'on a envie d'adapter, on sait ce qu'on va adapter. Il y a quelque chose d'essentiel qui se dégage et alors que là, tout me paraît essentiel. J'ai pas choisi une chose, mais voilà, c'est bien avancé là, donc n'aurait pas tardé. Bon, ça doit être passionnant en tout cas. C'est assez passionnant. À faire, c'est passionnant, ça c'est sûr. Ouais. Lucas Bellevaux, c'est parti pour la lecture. Il faudra qu'avant de mourir, je raconte mon histoire aux garçons. De qui je suis le fils, le petit-fils, le frère, le neveu, le cousin. De quelle lignée ils viennent, leur pédigré. Ils en auront besoin, même s'ils ne le savent pas encore. Pour se construire, savoir qui ils sont. Je ne l'ai pas fait jusque-là. Trop de colère me reliait à ce passé. Je ne veux pas leur léguer ces colères-là, ce sont les miennes, pas les leurs. Ils auront bien assez avec les leurs. À eux, je leur raconterai ma mère cueillant les cerises, trayant ses brebis en chantant sa purée de poivrons et d'aubergines, dont j'aimais tant le goût et la couleur. Je leur décrirai mon père, sa moustache si épaisse que je ne vis jamais sa bouche, sa barbe noire qui n'a jamais blanchi, fournie, précieuse, taillée, sa fierté. Le culte qu'il rendait à son père, qu'il n'avait pas connu ou à peine, mort au maquis, enterré loin de chez lui et dont le corps n'avait jamais été rendu. La geste de ses ancêtres qu'il racontait le soir pendant des heures, lui qui ne prononçait pas 3 mots dans une journée. Saga familiale récitée 1000 fois et 1000 fois réécrite pour faire de ces hommes des héros plus grands que des hommes. Des hommes capables d'accepter leur destin quel qu'il soit. Moi aussi, je gaverai mes petits de mensonges, d'histoires inventées, de cette mythologie intime qui sera leur fierté. Je ne leur dirai pas, bien sûr, les coups reçus, de poing ou de ceinture, les mots cinglants en l'air comme des fouets, cherchant à détruire en vous toute velléité d'indépendance, de révolte ou seulement d'une existence propre. Je n'aurai pas besoin de leur apprendre les lois du clan, celles qui briment, qui broient, qui cassent, qui blessent, et qui parfois font de toi un tueur en son nom, qu'il ait tort ou raison, uniquement parce que tu en es une partie, une cellule, un atome, que tu le veuilles ou non, car le clan pense pour toi que tu n'as d'autre issue qu'obéir, et que même si tu refuses de tuer pour lui, tu mourras de lui appartenir, car le clan ennemi n'oubliera pas qu'elle s'en coule dans tes veines, et qu'un de tes aïeux a tué un des siens, ou enlevé une sœur, ou volé un cheval ou un bœuf, ou le contraire. Plus personne ne sait exactement, sinon que ton clan est l'ennemi depuis toujours et que le dommage n'est pas réparé, l'affront pas lavé. Je ne leur dirai pas que ce clan existait et qu'en portant mon nom, ils portent aussi le sien. Je ne leur dirai pas qu'il n'existe plus et que c'est mieux comme ça. Tu écoutes quand je te parle ? Merci Lucas Bellevaux. Lucas Bellevaux a réalisé une dizaine de films, comme Pas son genre, en 2014, adapté du roman de Philippe Villain, ou encore Des hommes, en 2020, adapté du roman de Laurent Mauvigné. Il travaille actuellement à l'adaptation de son roman, Les Tourmentés. On a hâte.